Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce webinaire co-organisé par l'Association professionnelle des sociétés de bourse et la Bourse de Casablanca. Nous sommes très contents de pouvoir entamer ce cycle de conférences avec un webinaire dédié à l'économie nationale et au marché des taux post-Covid-19. Nous sommes aujourd'hui dans une situation sanitaire demandé qui a engendré beaucoup de conséquences, notamment au point de vue économique et financier. Nous aurons tout le loisir de développer ces points-là à travers ce cycle de webinars qui comprend 9 webinars qu'on aura l'occasion d'organiser à peu près toutes les semaines et on aura l'occasion d'analyser l'impact de la crise actuelle sur le marché boursier, que ce soit d'un point de vue stratégique, stratégique ou bien sectoriel. Et nous finirons le 16 juillet par un webinaire qui fera la synthèse de l'ensemble des webinaires précédents avec la participation de la plupart des analystes qui ont accepté gentiment de participer avec nous et d'intervenir et de donner leur analyse et leur point de vue sur l'impact de cette crise. Je remercie d'ailleurs l'ensemble des partenaires qui aujourd'hui sont mobilisés avec nous dans ce cycle de webinaire destiné à donner une vision beaucoup plus précise sur les impacts de la crise actuelle, crise qu'on n'a jamais connue. Ce n'est pas une crise financière, ce n'est pas une crise monétaire, c'est une crise sanitaire qui a eu un impact énorme, aussi bien sur l'économie que sur les marchés monétaires et financiers. Donc je cite sans tarder CDG Capital, BMCE Capital Research, CFG Bank, Valoris Securities, et Société Générale Bourse. Et donc, on commence ce premier webinaire avec euh, notre ami Ahmed Zhani de CDG Capital. Alors, Ahmed Zhani, je pense qu'on ne le présente plus. Il est économiste en chef au sein de CDG Capital depuis maintenant 4 ans. Et il a officié auparavant en tant qu'analyste chez CFG pendant plus de 3 ans, et ensuite à la Banque centrale, près de Banque Maghreb, en tant qu'économiste, chargé de la conjoncture internationale et ensuite chargé de la conjoncture sectorielle. Il va nous faire un aperçu assez large aussi bien de l'impact sur l'économie, de l'impact sur les taux, le marché des taux, ainsi que sur le marché monétaire. Sans plus tarder, je laisse la parole à Sehmed. Euh, je lui laisse juste le temps de partager sa présentation. Je voudrais juste informer les participants qu'ils peuvent poser des questions en envoyant leurs questions sur le chat à l'ensemble des organisateurs pour qu'on puisse ensuite y répondre. On a prévu 3 étapes, 3 parties dans cette présentation. Et chaque partie, on s'arrêtera à la fin de chaque partie pour vous donner l'occasion de poser vos questions et qu'on puisse y répondre. Zani, à toi le stage. Donc, je vais rapidement vous remercier de m'avoir invité pour intervenir autour de cette problématique. Donc, la présentation d'aujourd'hui portera sur le Covid-19, l'économie nationale et le marché des taux. Donc, elle sera articulée autour de trois principaux axes. Le premier axe, il sera sur la politique monétaire et son orientation actuelle par rapport, en fait, en tant que stimulateur en cette période de crise. Et le troisième axe devrait porter sur les deux compartiments, les autres compartiments du marché des taux, notamment le marché BDT et celui de la dette privée.
Donc, pour commencer, si vous pouvez, c'est Badr, juste dérouler la presse, comme ça on présente le plan. Ok, donc là, comme je viens de dire, la présentation sera articulée autour de trois axes. Concernant le premier axe, on va essayer de voir cette crise qui est un peu particulière de par son genre. Si vous pouvez, ok, donc le suivant. Après, si vous semble un peu particulière de par vous êtes un peu, allez, plus loin. Vous pouvez retourner un peu. Marche arrière un peu. Cette slide d'avant. Celle d'après. Laquelle? Pardon, excusez-moi. Là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Très bien. Okay, donc, c'est une crise très particulière. Contrairement à celle de 2008 qui était une crise financière et on avait recensé un peu l'impact sur la il est un peu renversé, c'est-à-dire on part d'une crise réelle vers une crise financière. Là, c'est une crise où on voit un peu l'arrêt de l'activité économique, dans les actions sociales qui sont prises par l'ensemble des économies pour pouvoir soutenir aussi bien les ménages que les entreprises en cette crise. C'est une crise qui semble assez profonde, ce qui a causé une récession quand même et qui est mondiale, avec une limitation des mouvements de marchandises. Il y a en fait les principaux secteurs ou piliers de la croissance mondiale qui sont le secteur secondaire, le secteur industriel et celui de tertiaire qui a été fortement impacté. Et on voit également un fort ralentissement de la demande globale avec une quasi-concentration sur les besoins élémentaires. Donc, comme je viens de dire, c'est une crise qui est particulière par son origine, par son profondeur, mais également par son évolution. En fait, c'est la crise de 2008, contrairement à la crise de 2008, qui était une crise qui a débuté aux États-Unis et on a vu l'impact un peu en fait passer en one shot vers le continent européen et vers les autres continents. On voit que cette crise-là se déroule d'une manière graduelle. Elle a commencé en Asie vers la fin de l'année 2019, avant de s'accélérer sur le continent africain, sur le continent européen au début des années de l'année 2020. Et maintenant, on voit l'accélération sur le continent américain. Toutefois, on remarque que l'impact il reste quand même limité sur le continent africain. En fait, la quatrième particularité de cette crise, c'est c'est l'impact différencié d'une économie à l'autre. Et là, quand je dis différencié d'une économie à l'autre, c'est-à-dire que le choc que les économies devraient subir au cours de cette année et probablement pour l'année 2021 devrait dépendre d'un certain nombre de caractéristiques, notamment la structure de l'économie, déjà sa taille. Est-ce qu'une économie de taille importante devrait subir le choc d'une manière plus importante qu'une économie de taille petite en moyenne? Il y a également son degré d'intégration commerciale dans les chaînes de valeur à l'international. Le deuxième point, c'est la rapidité de réaction face à la crise sanitaire. On a vu un peu le cas des pays qui ont retardé un peu la réaction face à la crise sanitaire et en fait les répercussions ils étaient un peu plus importantes et très difficiles à digérer. Et le troisième point, c'est la capacité de réaction qui est plus déterminée par les marges de politique publique, c'est-à-dire est-ce que les États ils ont des marges à consommer pour pouvoir faire face à cette crise, notamment des marges en termes de politique monétaire et budgétaire. Donc, c'est une crise qui est très universelle, mais dont l'impact dépendrait de la nature de l'économie, comme je viens de préciser, sa taille, sa structure de son PIB, la nature de sa demande et la solidité de son système financier. Et dans un deuxième lieu, c'est la capacité de mener des politiques contracycliques, c'est-à-dire des politiques stimulatrices, principalement à travers le canal budgétaire et le canal monétaire, et leur efficacité. En fait, pardon, si vous pouvez passer à l'autre slide, c'est Badr. Là, c'est les prévisions de croissance classées par catégorie de pays. Ce sont les prévisions les plus récentes du FMI qui ont été publiées dans le cadre de World Economic Outlook en avril 2020.
on voit que les pays, en fait, les pays, les économies avancées, la prévision de croissance devrait passer de 1,7% en 2019 à moins 6,1% pour les économies avancées et moins 8% pour la zone euro, avant de rebondir à 4,5% en 2021. Également pour les économies émergentes et en développement d'Europe, notamment l'Europe de l'Est, la croissance moyenne devrait passer de 2,1 à moins 5,2 et avant de rebondir à 4,2 en 2021. Donc, en fait, si on veut dire l'élément qui croise un peu ces deux économies, c'est que les pays avancés sont devenus des économies de services et avec une forte dépendance à la demande étrangère. Et les pays émergents et en développement d'Europe se sont industrialisés grâce à un mouvement de délocalisation des industries des pays développés d'Europe vers les pays émergents ou en développement, avec une forte intégration dans les chaînes de valeur à l'international. Donc, ce sont des économies qui sont plutôt tournées vers la demande étrangère. Contrairement aux pays émergents et en développement d'Asie, certainement, en fait, si on prend l'exemple de la Chine, sont des pays qui sont très tournés vers l'international, mais ils ont revu leur stratégie de développement après la crise de 2008 pour se tourner un peu vers la demande intérieure. Et également, ils ont constitué des marges qui sont très confortables qu'ils devraient utiliser pour mener des politiques contracycliques au cours de l'année 2020-2021. Pour les économies en développement à faible revenu dont on fait partie, ce sont des petites structures économiques essentiellement axées sur les secteurs primaires et la demande intérieure, donc qui devraient subir moins le choc. On voit que en fait, la croissance pour les économies émergentes et en développement d'Asie devrait passer de 5,5 à 1% avant de rebondir correctement vers 8,5 en 2021. Et pour les économies à faible revenu, ça devrait baisser de 5,1 à 0,4 avant de redémarrer à 5,6. Donc, on voit que l'impact, il est moins important quand on est une économie qui est plus axée sur la demande intérieure, moins connectée à la demande internationale et aux chaînes de valeur à l'international et qui dispose de marges de relance assez confortables. Donc, en analysant en fait un peu l'environnement, si vous pouvez passer à l'autre slide, Sebad. En analysant un peu en fait, les évolutions à l'international, on voit que en fait, on devrait être impacté par deux principaux axes. Le premier axe, c'est bien sûr la demande adressée à notre économie qui provient particulièrement ou principalement de nos pays partenaires, notamment dans la zone euro, à savoir la France en termes d'investissement et l'Espagne en termes de demande, et l'endettement public qui détermine plus ou moins les marges de relance de nos pays partenaires. On voit que la croissance devrait subir un véritable choc en 2020 au sein de la zone euro. Ça vient d'être confirmé par la Banque centrale européenne. La zone euro devrait enregistrer une récession de moins 8% en 2021 avant de rebondir en 2020, avant de rebondir en 2021. Et en termes de marge, on voit que les marges ils sont relativement serrés parce qu'on voit que les taux d'endettement de nos pays partenaires ils sont assez élevés et ça dépasse de loin les 60% du PIB qui sont imposés ou bien recommandés par le traité de l'Union européenne. D'un autre côté, on voit un peu l'évolution des prix des matières premières et là, ça s'annonce comme étant une bonne nouvelle pour notre économie. On voit que le prix du baril, il a subi, pour plusieurs raisons, notamment en fait le ralentissement de la croissance mondiale, et particulièrement le ralentissement de l'économie chinoise. Et il y a un certain nombre d'éléments, notamment le conflit entre les pays de l'OPEP+, qui ont fait que en fait, le prix du baril a touché les $20 avant de rebondir. Et là, on voit que la prévision de la Banque mondiale dans le cadre de son rapport annuel sur les matières premières prévoit une baisse de moins 43% du prix du baril moyen en 2021 avant que ça rebondisse à 42%. Et on sait tous que notre économie, c'est une économie qui est très dépendante sur le plan énergétique à hauteur de 90%, voire plus. Donc, ça s'annonce comme étant une bonne nouvelle pour notre équilibre extérieur, mais également pour notre croissance. Du côté du cours des phosphates et dérivés, bien sûr, on reste parmi les leaders mondiaux en termes d'exportation des phosphates et dérivés. On voit que la baisse, elle n'est pas aussi dramatique que celle du pétrole. Donc,
selon les prévisions de la Banque mondiale, la baisse devrait être de moins 10% pour le phosphate roche ou pour la roche phosphatée et seulement de moins 6% pour les engrais ou les dérivés du phosphate. Donc, si on veut analyser un peu en fait notre environnement international, bien sûr, on va subir le choc de la demande étrangère vu en fait l'évolution de la santé de nos partenaires commerciaux, mais on aura quand même un effet positif, c'est celui de la baisse du prix du coût de l'énergie dont on dépend énormément. Si vous pouvez dérouler ces Badr. Ok, donc là, c'est comment on voit notre économie par rapport à cette conjoncture internationale. En analysant un peu la structure de notre économie, donc je tiens à rappeler ce que j'ai souligné au départ, c'est que l'impact du choc devrait dépendre de deux choses, c'est la structure de l'économie, sa taille et la structure de sa demande, mais également ses capacités pour mener des politiques de relance ou des politiques contracycliques, notamment budgétaires et monétaires. Donc, quand on voit un peu l'évolution de la croissance globale, elle est très synchronisée à la croissance agricole, sachant que notre structure de PIB, c'est pas une structure qui est très pondérée par l'agriculture, mais la part de l'agriculture, elle varie entre 15 et 17%, ça dépend de l'année agricole. On est une économie tertiaire de par la structure du PIB. Mais vu en fait l'importance de l'emploi agricole dans la structure globale du marché de l'emploi, là c'est une moyenne sur les 10 dernières années, au plus c'est sur les 17 dernières années, c'est aux alentours de 41% contre 37% pour les services. Donc là, ça démontre qu'on est un pays agricole de par la nature de la demande. C'est-à-dire que quand on a une bonne saison agricole, on a la demande intérieure qui est assez boostée parce que une grande partie de cette demande intérieure provient des zones rurales et ça permet un peu de synchroniser l'évolution de la croissance globale avec la croissance agricole. Ce constat se confirme également en analysant un peu la contribution différentes contreparties de la croissance, notamment la consommation intérieure, l'investissement et la demande étrangère par rapport à la croissance globale. Donc là, la croissance globale réalisée au cours des dernières années ou de la dernière décennie, elle était de 3,8%. Elle était en fait la contribution la plus importante. Elle a émané de la consommation intérieure. L'investissement, elle a contribué à hauteur de 1,5%. Par contre, la demande étrangère, elle contribue négativement à notre croissance. Elle a contribué négativement à notre croissance. Donc là, on voit que on reste quand même une économie qui est assez tournée vers la demande intérieure. L'investissement, elle est essentiellement drivé par la sphère publique, notamment l'État et les entreprises d'établissement public. Pour la demande étrangère, notre structure commerciale avec l'international reste déficitaire et génère une croissance qui est relativement négative. Donc, là, c'est une analyse à travers ce qu'on appelle dans la macroéconomie les emplois de la croissance, c'est-à-dire la demande d'investissement et la demande étrangère. On voit ça également à travers la structure de nos entreprises nationales. Là, c'est une conclusion d'une étude qui a été menée en 2017 par le ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur. On voit que la part des entreprises qui sont tournées vers l'exportation ne représente que 1% sur l'échantillon global des entreprises nationales qui est de 600 000. Donc 600, sur les 600 000 entreprises, il y a que 5 800 entreprises qui font de l'export, et dans les 5 800 entreprises, il y a que 400 entreprises qui s'accaparent presque 90% des exportations nationales. Donc, pour dire que même en termes de poids des entreprises, c'est pas assez représentatif. C'est Badr, si vous pouvez dérouler, s'il vous plaît. Là, également, ça confirme l'idée. Là, c'est en se basant sur la nomenclature du ACP pour le suivi des comptes nationaux, notamment les secteurs primaires, secondaires et tertiaires, c'est la nomenclature un peu classique. Si on veut la détailler un peu plus, là, j'ai pris le secteur secondaire tourné vers l'export et le secteur secondaire tourné vers la demande locale, et également le tertiaire en fait tourné vers la demande étrangère, et celui public et local. Donc, on voit à travers ça
Juste pour à titre de précision, le secteur secondaire qui est tourné vers l'export, ce sont les secteurs qu'on capte au niveau de la balance commerciale. C'est essentiellement l'agroalimentaire, en fait, le chimique et parachimique, le textile et cuir et tout ce qui est métallurgique, électrique et électronique. Donc, ce sont les 4 branches qui figurent dans la balance commerciale. Pour tout ce qui est demande locale, ce qui a été retenu, c'est en fait c'est la production de l'eau et de l'électricité, et c'est le BTP. Donc c'est la production purement locale. Également pour le tertiaire, donc tout ce qui est tourné vers la demande étrangère, c'est tout ce qui est tertiaire lié aux hôtels, au commerce international, et tout ce qui est tertiaire public, c'est tout ce qui est santé, éducation et dépenses publiques. Donc, on voit que cette répartition, donc le 1/3 du PIB qui est exposé à la conjoncture internationale, par contre, les 2/3 reposent plutôt sur la demande intérieure, notamment la consommation et l'investissement. Donc là, cette configuration devrait permettre une facilité pour mener une reprise, c'est-à-dire qu'une économie qui reste exposée à la demande étrangère et à la relance de l'économie internationale devrait subir de plein fouet le choc de cette pandémie, mais également devrait attendre la reprise mondiale et la reprise de l'activité et du commerce mondial pour pouvoir réaliser une reprise. Si vous pouvez dérouler un Badr. En résumant tout ça, en fait là, ce sont des petites projections des principaux équilibres macroéconomiques nationaux. La croissance, bien sûr, on devrait, à l'instar de l'ensemble des pays, aussi bien les pays voisins que l'économie mondiale, subir le choc de cette crise-là à travers une baisse de la croissance qui devrait passer de 2,3% en 2019 à moins 3% en 2020. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que cette année-là, on n'a pas juste subi le choc de la pandémie Covid-19, mais également le choc de la succession de 2 années de sécheresse. Donc on a fait moins 5,3 en 2019. La baisse est prévue de moins 7% pour l'année 2020. Vu que en fait les conditions climatiques n'étaient pas très favorables et pour 2 années de suite. Avant de rebondir en 2021, et là, les 10% qui provient de la croissance agricole, c'est en se basant sur une hypothèse d'une production céréalière moyenne, c'est la moyenne décennale, qui est de 80 millions de quintaux contre seulement moins 30 millions de quintaux réalisés en 2020. Pour ce qui est de l'inflation, bien sûr, cette année, il y a quand même un petit choc inflationniste qui provient principalement de la composante alimentaire. Bien sûr, c'est en liaison avec les conditions climatiques défavorables, même s'il y avait un petit rattrapage vers la fin de la saison. Mais les conditions actuelles, les conditions sanitaires et de confinement, ils ont quand même dopé l'inflation alimentaire et l'inflation globale à 1,4%. Donc, en se basant sur la même hypothèse d'un retour vers une campagne agricole moyenne, ça devrait se corriger à la baisse en 2021 avec une inflation qui devrait baisser de 1,4% prévue pour cette année à 0,7% et de 2% pour l'inflation alimentaire à 0,3% pour l'année 2021. S'agissant de l'équilibre extérieur, comme je viens de préciser, on est une économie qui est déficitaire sur la partie commerciale, sur la demande étrangère. Donc, on devrait quand même garder notre déficit, déficit commercial, mais on devrait quand même connaître un allègement de ce déficit-là, parce qu'il y aurait quand même du côté des importations une baisse importante de tout ce qui est importation des biens d'équipement, et des produits de consommation, avec une concentration plus sur l'importation de ce qu'on appelle les biens de première nécessité. Du côté des exportations, la baisse elle sera également importante, mais en fait la résistance du prix des phosphates et dérivés à l'accord, comme j'ai précisé au départ, devrait quand même alléger le choc sur les exportations. Du coup, en fait, pour les 2 prochaines années, ou pour l'année 2020 et celle de 2021, le déficit commercial devrait corriger à la baisse. Par contre, le déficit du compte courant qui intègre les transferts des MRE et les recettes touristiques
il devrait s'aggraver, passant de moins 4,4% du PIB à moins 6% en 2020, avant de rebondir à moins 5,4% en 2021. Pour les crédits également, en fait, le fort ralentissement de la conjoncture ou bien la récession économique de 2020 devrait générer une forte baisse de la distribution des crédits. Et par contre, on table sur 2021 sur une reprise qui devrait un peu tirer les crédits vers le haut. Si vous pouvez, Sebadar, dérouler. Donc, si on veut résumer la relance post-crise, il y aura bien sûr des risques que l'économie nationale devrait connaître, mais également des défis à soulever. Donc, en termes de risques, il y a l'affaiblissement de la consommation intérieure, c'est très normal parce que actuellement on est en train de vivre une perte de confiance, que ce soit du côté des consommateurs que celui des investisseurs. Donc, qui devrait générer un ralentissement ou bien une concentration de la dépense vers l'essentiel. Il y a un deuxième, en fait, le point qui est très important, c'est la perte d'emploi que devrait connaître après le déconfinement, vu que en fait l'importance de l'informel dans notre économie et de l'emploi informel dans notre économie. Donc, on devrait quand même connaître un ajustement, en fait, une hausse du taux de chômage. Et là, c'est à l'instar de ce qui se passe même à l'international. Il y aurait quand même une baisse des transferts des MRE et un ralentissement des crédits. Donc, l'ensemble de ces facteurs-là devrait en fait peser un peu sur la consommation intérieure qui reste, comme je viens de préciser, l'un des moteurs de la croissance nationale. La baisse des investissements, aussi bien du côté du privé, c'est en liaison avec la détérioration du climat des affaires. Généralement, ce qui se passe après le déclenchement d'une crise, c'est plus en fait, les entreprises, ils cherchent plus à avoir de cash, à baisser l'investissement et à être en position stratégique en attendant la relance. Du côté du public, il y a quand même une baisse il y a quand même une baisse prévue des marges budgétaires parce que il y a en fait la baisse, on va voir ça par la suite d'une manière plus détaillée au niveau de la partie finances publiques et banque du trésor. En fait, la baisse, il va plus émaner d'une dégradation des recettes et d'un ajustement de l'équilibre qui ferait que l'investissement, en absence de solutions un peu en fait, ce qu'on appelle les solutions de partenariat public-privé, en absence de ces solutions-là, qui devraient un peu ralentir. Donc, le ralentissement de l'investissement, il pourrait émaner aussi bien de la sphère privée que de la sphère publique. Et le troisième point qui est très, très important, c'est celui de la perte de vitesse de la croissance du PIB non agricole. Comme, en fait, la croissance du PIB non agricole, il dépend bien sûr de l'investissement, mais également comme on vient en fait, de présenter, ça vient également de la demande qui devrait ralentir. Si on prend l'exemple de 2008, le choc qu'a subi l'économie, a généré en fait un changement de palier de la croissance du PIB non agricole d'environ moins 1%. Et là, c'est selon une étude qui a été menée par Banque Maghreb. Donc là, on pourrait éventuellement, le temps que les choses se redressent, c'est-à-dire que les investisseurs retrouvent la confiance dans l'économie nationale et également le consommateur, on peut assister à un changement de palier de croissance du PIB non agricole. Et concernant les défis, bien sûr là, on est face à une crise donc qui nécessite bien sûr l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de relance. Ce plan de relance, il devrait être multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il devrait porter aussi bien sur les politiques économiques et les stratégies sectorielles que sur la dépense budgétaire et la politique publique, mais également sur la politique monétaire. Donc, sur une action qui devrait être multidimensionnelle, mais qui devrait être, à mon sens, bien coordonnée et orientée afin de permettre une reprise plus facile. Révision des priorités sectorielles selon l'importance en termes de renforcement de l'économie.
de l'autonomie, de la création d'emplois, mais également de l'apport en termes de valeur ajoutée. Là, en fait, toute la problématique se pose parce que quand même, au cours des dernières années, on a cherché à se positionner sur le plan industriel et sur le plan sectoriel d'une manière générale, mais je pense qu'il n'y avait pas ce matching entre ce qu'on veut réaliser et les moyens dont on dispose, notamment en fait, toute la différence existe entre s'orienter vers des secteurs qui sont prioritaires pour notre autonomie, ou bien des secteurs qui sont plus créateurs de valeur ajoutée, ou bien créateurs d'emplois. Donc, c'est un arbitrage qui est très difficile à faire. Et bien sûr, en menant des stratégies sectorielles, il faut également penser à la qualité de main-d'œuvre dont on dispose. Comme ça, en fait, l'apport macroéconomique sera plus important. Il y a un troisième point qui a été fortement révélé au cours de cette crise-là, c'est les réformes sociales, notamment de disposer d'un registre social unifié, qui est un chantier qui est en cours depuis des années, qui devait être accéléré parce que si on avait ce registre social unifié, en fait, le recensement de la population vulnérable et en fait, l'aide accordée par le fonds le fonds Covid-19 en fait, pouvait être plus ciblé et plus économique. Également, il y a le ciblage des subventions et l'élargissement de la couverture sociale, comme on a vu à travers les différentes présentations concernant les aides accordées dans le cadre du fonds Covid-19. En fait, il y a une bonne partie de la population active qui est pas couverte, que ce soit en fait, les employés du secteur formel par la CNSS ou par le RAMED pour tout ce qui est population ou emploi informel. Donc là, je pense que j'ai terminé la première partie. Si vous avez des questions, c'est bon. Très bien. Merci beaucoup, Sizani, pour cette première partie très riche en informations et très riche en éléments, que ce soit qualitatifs ou quantitatifs. On a déjà quelques questions. Je commencerai par une première. C'est donc, selon vous, vous estimez que l'impact de la crise Covid-19 serait limité à uniquement un tiers du PIB. C'est bien ça? Pour précision, l'impact dans un premier temps, c'est-à-dire au cours de l'année 2020, il sera un impact général parce que quand même, en fait, l'état de confinement devrait normalement impacter même la demande d'intérieur qui était plus concentrée ou centralisée sur tout ce qui est besoin de première nécessité. Mais en fait, en parlant de la reprise, c'est-à-dire que l'impact au cours de l'année 2021 sera plus focalisé sur si en fait, l'État mène un plan de relance multidimensionnel assez solide, je pense que la part qui devrait rester exposée un peu aux séquelles de cette crise serait plutôt en fait le un tiers qui dépend de la demande étrangère. Donc pour l'année 2020, l'impact sera global, mais je pense que pour l'année 2021, il sera plus allégé sur les 2 tiers du PIB. Badr? Excusez-moi, j'ai coupé le son moi aussi. Je voulais. Alors, nous avons une deuxième question qui est liée à la distribution des crédits et on nous demande pourquoi il y aurait une baisse, alors qu'on voit qu'il y a pas mal d'initiatives qui ont été mises en place justement pour que il y ait une distribution des crédits beaucoup plus facile avec des systèmes de garantie, etc. Donc, en fait, la baisse sera bien sûr, puisque déjà on a eu quasiment un trimestre d'arrêt de distribution de crédit. Je pense que les banques ils vont être plus vigilantes en termes de distribution. Et d'un autre côté, la conjoncture qui est pas assez
en fait, assez prometteuse. Je pense que ça devrait même bloquer le volet investissement. Donc, l'essentiel du crédit sera focalisé sur les entreprises, plutôt sur les crédits de trésorerie pour les entreprises. Mais pour tout ce qui est investissement, en fait, je pense que le climat, il n'est pas assez favorable pour une éventuelle relance, même si les mécanismes qui ont été mis en place sont des mécanismes qui devraient en fait faciliter l'accès aux TPME. Mais je pense que cette année-là, ça devrait être une année relativement limitée en termes de distribution de crédit dans ce sens. Deuxième point, c'est pour les consommateurs. Les consommateurs, il y a deux choses qui devraient un peu freiner en fait, déjà la conjoncture et la perte d'emploi et ça sont des éléments qui devraient peser un peu sur la distribution du crédit. Ça d'un côté et d'un autre côté, il y a en fait, en fait, la perte de confiance des ménages qui devrait un peu repousser les décisions d'investissement. Ce qui devrait, et quand on parle des ménages, c'est quand même un poids prépondérant dans le portefeuille de crédit des banques. Donc, ce sont les deux facteurs qui devraient peser un peu sur les crédits en 2020. Très bien, merci pour ces précisions. On a une Merci. troisième question qui est liée aux orientations économiques de la loi de finances rectificative. On en a tous entendu parler un participant nous demande si vous avez une idée sur ces orientations. Euh, c'est un point que j'ai au niveau de la troisième partie, mais en fait, ça ne me dérange pas de faire une petite introduction. Je pense que en fait la loi de finances actualisée ou rectificative déjà se fait dans un contexte qui est très particulier et très difficile à prévoir. C'est-à-dire que ce soit en termes d'hypothèses, en termes de particulièrement de recettes, je pense qu'il y aura il y aura une vision assez embryonnaire et moins claire par rapport au ministère des Finances dans ce sens. Il y a un deuxième point qui est très important, c'est que les recettes, donc ce qui devrait déstabiliser l'équilibre en fait global des finances publiques, éventuellement augmenter les besoins en financement. Très bien, je pense qu'on arrive à la fin des questions liées à... J'ai peut-être une petite dernière question pour vous liée à cette première partie. C'est comment vous expliquez le changement de palier de croissance de PIB non agricole post-Covid, alors que ça fait des années que nous avons une croissance non agricole qui est en baisse continue. Comment vous expliquez ce changement de palier? En fait, l'explication, ça vient des deux côtés, aussi bien de la production que de la demande. Du côté de la production, bien sûr, il y a un ralentissement en fait, de l'investissement et éventuellement de la production, et qui devrait être aussi bien étrangère qu'intérieure. Généralement, et ça se montrait même au niveau de 2008, en fait, parce que l'agriculture, bien sûr, c'est un secteur qui dépend des problématiques, etc. Donc, c'est une production primaire. Tout ce qui est production secondaire, qui peut être, disons, régularisé en fonction de la conjoncture, généralement, ça baisse de crise et là, ça demande du temps pour de causer conjoncturellement pendant 3 années ou 5 années, en fait, un changement de palier de croissance du PIB en fait, agricole qui était avant 2008 de moins de 3% après la crise de 2008. En fait, c'est les deux composants de la croissance, la production et la demande. Très bien. On va prendre une dernière question pour cette partie-là. Un participant nous demande quel secteur, au pluriel,
devrait s'orienter l'économie nationale? Vers quel secteur? Ok. Vers quel secteur? Là, cette question elle est très pertinente, mais on devrait quand même garder en tête deux choses. Premièrement, c'est notre héritage en termes de structure du PIB, qui est un héritage plutôt tertiaire, et c'est notre capacité à secteur. Et là, également, le choix, il devrait se faire entre deux objectifs. La création de la valeur ajoutée qui est plus axée sur tout ce qui est tout ce qui est industrie, ce qu'on appelle nouveaux métiers mondiaux, c'est-à-dire les industries un peu développées, et de l'autre côté, notre structure de l'emploi qui est assez, euh, qui n'est pas assez bien formée, intégrée, un peu compliqué. Dans notre orientation, bien sûr, si on vise la création de la valeur ajoutée, c'est qui permettent de dégager. Mais si on vise bien sûr à renforcer la demande et l'intégration en termes d'emploi, ce qu'on appelle les main-d'œuvre non qualifiée. Et là, là, on observe un peu l'évolution du secteur secondaire et de la part de l'industrie dans le secteur secondaire. On voit que, au lieu de prendre des points en termes de création d'emplois, en termes de valeur ajoutée, notre nouvelle orientation vers le nouveau métier mondial nous a fait plutôt perdre de l'emploi et nous a fait également perdre quelques. Donc, l'orientation en termes sectoriels prenne en considération et les moyens, bien sûr, moyens financiers, mais également les moyens humains. Parce que, in fine, l'économie est pour le bien-être de la population et pour le bien-être des citoyens. Très bien. Merci beaucoup, Sizani. Je pense qu'on peut clôturer cette partie. Je vous redonne la main pour commencer la deuxième partie. OK. On y va. C'est parti. Oups. Cette deuxième partie, donc cette deuxième partie, elle va être focalisée sur la réaction de la politique monétaire face à cette nouvelle crise. Donc tout le monde observe avec une grande curiosité ce qui se passe au niveau d'économies développées et les politiques monétaires expansionnistes par l'ensemble des la zone euro, les États-Unis, etc., les injections massives de liquidités, les taux directeurs qui sont à des niveaux presque nuls, également les taux d'intérêt négatifs et la taxation des dépôts des banques auprès de la Banque centrale. Donc, ce sont des éléments qui sont très nouveaux, même pour les spécialistes des questions monétaires, notamment les gouverneurs des banques centrales. Qui voit un peu les choses évoluer dans un sens qui est relativement, un sens qui est pas très naturel parce que normalement l'épargne devrait être rémunérée et la distribution de crédit taxée par les intérêts. Là, on voit que c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'épargne elle est devenue taxée et la distribution de crédit est plutôt rémunérée. Donc toute question est là. Maintenant, également, cette question de la politique monétaire se pose avec une grande particularité dans le sens macroéconomique parce que on voit plus les mêmes réactions les mêmes réactions ou même même règles de cause à effet entre les différents agrégats. On voit les injections massives de liquidités, on voit de l'autre côté une déflation et on voit également un ralentissement de la croissance économique, ce qui est relativement un peu bizarre. Et il y a également un point qui est extrêmement important, c'est que c'est l'usage de la monnaie comme étant un instrument de relance.
L'usage de la monnaie, c'est une arme qui donne en fait, des résultats un peu rapides, mais en fait, qui peut, à moyen long terme, causer des désastres à travers en fait, la formation de bulles inflationnistes. Et là, c'est un petit aperçu des principes de réforme qu'a connu la politique monétaire nationale. Et là, j'ai remonté un peu loin pour expliquer l'origine parce que j'ai estimé que c'est très important de remonter un peu loin pour voir un peu comment en fait, le cadre actuel ou le cadre moderne actuel dont on dispose, il s'est formé. Là, j'ai remonté aux années 90 avec le désencadrement du crédit. Donc, je pense que c'est assez connu pour l'assistance. Donc, sur le désencadrement, avant 93, on était sur l'encadrement des déterminer les enveloppes à distribuer par secteur. Il y a quelque chose qui s'affiche sur le. Là, c'est... Oui, vous m'entendez? Il y a quelque chose qui s'affiche sur l'écran. Ah bon? Alors, attends. Là, c'est bon? OK. Donc, 93, il y avait la libéralisation des taux d'intérêt des bits. La réforme de 90 forme la plus importante de la politique monétaire parce qu'on est passé d'un direct la monétaire à travers la Banque centrale qui déterminait les taux d'intérêt par secteur et les enveloppes attribuées par secteur à un système qui est plus un système libéral dont la Banque centrale intervient qu'à travers des instruments, en fait indirects en fait pour déterminer le coût de refinancement des banques et par ricochet le coût de financement de l'économie dans sa globalité. Les années 2000 étaient également, en fait, la réforme des années 2000 était également une réforme qui est importante, parce qu'elle a instauré l'indépendance de la conduite de la Banque centrale dans la conduite de la politique monétaire. Donc, on a supprimé en fait l'amalgame qui règne entre la politique budgétaire et la politique monétaire, et avec fixation d'un objectif prioritaire qui est la stabilité des prix. Toutefois, la Banque centrale peut bien sûr intervenir pour soutenir la croissance si l'objectif de stabilité des prix est légal. Celle de 2008, là, c'est également une réforme importante parce que ça a permis d'élargir un peu l'émission pour contenir la stabilité financière, parce que la crise de 2008 a révélé que en fait, et que l'ancien pourrait subir un risque systémique et qui pourrait bien sûr provenir de différents composantes, des différentes composants du système financier, notamment le système bancaire, les assurances, etc. Donc là, c'est un élargissement de la Banque centrale vers la stabilité financière. Et là, c'est également, en fait, la réforme a touché la gestion des réserves de change, vu que la finalité de ce processus de réforme de la politique monétaire, c'est d'adopter en fait, un régime, le régime plutôt le plus moderne au niveau international. C'est celui qui est axé sur le ciblage explicite de l'inflation avec une cible qui est annoncée par la Banque centrale, et également en fait, l'instauration du dirham. Donc là, ce qui a donné c'est pas si vous pouvez donné comme cadre de la politique monétaire, c'est un cadre qui est avec des instruments qui permet à la Banque centrale d'intervenir sur différentes en fait sur des périodes différentes, allant d'avance à 24 heures en cas d'urgence jusqu'à des opérations structurelles qui permet d'injecter ou de retirer d'une manière permanente de la liquidité. Les moyens d'action, c'est essentiellement la liquidité du système bancaire et l'autodirecteur qui conditionne le coût de refinancement. Et là, le mélange entre les deux dans ce qu'on appelle le TNP interbancaire qui représente la cible opérationnelle de la politique monétaire. Les canaux de transmission, théoriquement, il y en a 5 canaux de transmission, mais dans le cas du Maroc, notamment le canal baisse ou augmente le taux directeur, l'impact sur les taux débiteurs, et là, c'est éventuellement sur les taux de refinancement du trésor.
Et le deuxième canal, c'est celui des crédits qui normalement, il devrait réagir en second lieu après celui des taux d'intérêt, c'est-à-dire la reprise ou la baisse de la demande de crédit auprès des banques. Les trois autres canaux de transmission, qui est le prêt des actifs ou le canal richesse, il est un peu en fait moins flexible par rapport aux décisions de la Banque centrale, parce que quand la Banque centrale bouge sa politique monétaire, on ne voit pas réellement l'action, en fait, l'impact sur les marchés des actifs ou l'impact instantané. Par contre, ce qu'on remarque, ce sont la formation de vagues inflationnistes, par exemple en immobilier, après des massives de liquidité ou après une politique monétaire expansionniste. Le canal taux de change qui est pas assez opérationnel pour deux raisons. La première, c'est que on reste toujours sur un régime de change fixe. Accès à un panier de devises, bien qu'on a élargi un peu la fourchette d'évolution du MAD, mais on reste sur un régime de change fixe. Le deuxième point, qu'on est un pays qui connaît pas vraiment des variations ou des évolutions une instabilité des capitaux, c'est-à-dire en termes d'entrée et de sortie de capitaux. On reste sur une partie qui est relativement stable, et là, c'est plutôt dû à des restrictions de change qui sont imposées par les autorités en termes de transfert de devises par les nationaux, c'est-à-dire l'ouverture du compte capital pour les nationaux. Le canal des anticipations, qui est assez développé dans les pays développés, qui est assez développé ou assez opérationnel, pardon, dans les pays développés, il reste quand même un peu moins actif dans notre cas, de par la faible inclusion financière, c'est-à-dire que le secteur financier, c'est pas un secteur qui englobe ou qui intègre l'ensemble des acteurs économiques. Les objectifs finaux, comme j'ai précisé dans la slide d'avant, c'est la stabilité des prix et bien sûr la contribution aux politiques économiques. Donc, si on veut résumer, c'est passer de plusieurs taux d'intérêt pour le financement de l'économie à un seul taux directeur, et bien sûr avec une libre répartition sectorielle des crédits. Donc, la slide d'après, on va voir, si vous pouvez dérouler ce badre. Badr, si vous pouvez dérouler, s'il vous plaît. Okay. Donc là, ce sont les résultats là, j'ai remonté un peu plus loin pour voir baisser en suivant l'évolution du taux directeur. Mais par contre, quand on voit un peu la répartition des crédits, on voit que la répartition elle est peu efficiente. Efficiente dans le sens qu'on n'a pas de répartition là partir dans des secteurs qui sont productifs, mais plutôt vers le secteur immobilier qui est considéré comme étant un secteur de rente, mais et qui assure des emplois très peu stables. Et d'autre côté, c'est les comptes débiteurs. Par contre, la part des crédits à l'équipement, certainement, elle a évolué à un coup d'accélération à partir de l'année 2010, vers tout ce qui est les nouveaux métiers mondiaux. Mais avant, il y avait, en fait, la part, elle était relativement moins importante. En termes de structure des ressources bancaires, cette baisse du taux au niveau du secteur bancaire, elle a causé à ce que la part contrairement à celle des comptes à terme, et il y a une hausse tendancielle de la qui est, c'est-à-dire que les taux de rendement ils sont devenus moins importants que les déposants ou les agents économiques préfèrent garder leur monnaie en cash plutôt que de les déposer dans des comptes à terme qui rapportent plus rien du tout. En termes de stabilité des prix, il y a une meilleure maîtrise parce que quand même on reste toujours à des niveaux qui sont un peu loin du seuil théorique de 2%, mais là c'est également ça peut être critiqué dans le sens où généralement l'économie elle a besoin d'inflation parce que c'est ce qui détermine un peu son marge la marge de gain des entreprises. Et là en parlant de l'inflation, il faut
pour préciser un petit point, c'est que les chocs que subit notre inflation au niveau national, c'est plutôt des chocs d'offres d'ordre alimentaire, c'est la synchronisation avec l'inflation alimentaire et avec le comportement de la saison agricole. Donc, on n'a pas véritablement en fait, une inflation de demande, une inflation monétaire, mais là, sur ce point, on peut juger que la politique monétaire est une politique qui est très accommodante en termes de maintien de la stabilité des prix à des niveaux qui sont corrects. Si vous pouvez, euh, euh, je pense que vous avez. Donc, en termes de réalisation, il y a une baisse du coût de financement d'économie, la relance des crédits et la stabilité des prix. En termes de défis, il y a toujours en fait, on n'a pas de cible explicite de l'inflation, c'est-à-dire qu'on parle de la stabilité des prix, mais sans que la Banque centrale s'engage explicitement sur une cible. Il y a l'efficacité des canaux de transmission, là, c'est un point qui est hyper important. En fait, dans la slide d'avant, j'ai oublié de démontrer que, en fait, que la baisse taux directeur n'a donc les taux d'IBA après un certain en fait, qui ont été concentrés entre 2016, pardon, 2014 et 2016 de 75 ppс, c'est-à-dire le taux directeur qui est passé de 3 à 0,75 à 2,25%, de 3% à 2,25. L'impact sur les taux débiteurs n'a été constaté qu'après une année. Donc, il y a quand même des canaux de transmission qui sont un peu rigides, ce qui rend la mission de la Banque centrale un peu difficile. C'est-à-dire que on peut le constater même par rapport à la baisse récente de 25 pps. On voit que les taux débiteurs réagissent face à cette baisse. Il y a le troisième qui est hyper important, c'est la coordination entre la politique monétaire avec les politiques publiques pour un financement efficient de l'économie. Donc, quand la Banque centrale injecte de la liquidité d'une manière massive, l'orientation de cette liquidité détermine est-ce que cette liquidité devrait contribuer à la croissance économique ou plutôt créer de l'inflation. Parce que si cette liquidité part du côté de la production vers les secteurs qui sont créateurs de la valeur ajoutée, créateurs de l'emploi, une augmentation du gap ou en fait, du potentiel. Là, en fait, ça devrait créer des bulles spéculatives après. Donc, le fait je l'ai démontré au niveau du graphe sur la solution de crédit, que c'est parti du côté de l'immobilier et de, donc là, c'est un point qui est déterminant pour l'efficacité de la politique monétaire. Oui, pardon. C'est fait. Ça met un petit peu de temps. En observant un peu la réaction, pardon. Non, je disais juste que le temps que le slide passe, ça met un petit peu de temps. C'est pour ça qu'il y a un petit décalage. Allez-y. Ah, d'accord. OK. Il y a pas face à cette nouvelle crise, on voit que en fait, la Banque centrale elle a mené un changement très important sur le plan opérationnel en remplaçant un peu l'instrument classique des avances, des instruments qui sont plus stables, notamment les sont des avances qui sont accordées par la Banque centrale sur des durées qui dépassent une semaine, c'est 1 mois et 3 mois. Il y a également en fait, le canal des prêts garantis, c'est le programme, en fait, les prêts garantis qui existaient avant le programme Telaka et les programmes. Et, les swaps de change, c'est en liaison avec la progression du régime de change qui a permis aux banques d'être plus dynamiques sur la partie de change. Donc là, ce sont des instruments qui viennent pour donner un peu des ressources stables pour les banques. Bien que en voyant un peu la répartition, on s'attendait à ce que les prêts garantis, d'ailleurs, ça rejoint qui devrait fortement en fait rebondir après le programme Galara. Mais on voit que si on veut une nouvelle répartition des
Maghreb, c'est plus 60% pour les pensions livrées, c'est de l'argent qui est accordé aux banques à distribution libre, contre 25% qui sont accordés dans le cadre des prêts garantis et dans le cadre du programme Talaba. Du côté du taux, on a vu que en fait, la Banque centrale a baissé de 25 directeur de 25% en mars. Et là, en fait, d'après le contexte, qui est plus marqué par une maîtrise inflationniste et un contexte de crise qui demande quand même en fait une solidarité ou bien une action un peu expansionniste de la part de la Banque centrale. Donc, au cours des 3 prochains conseils, dont le prochain est prévu pour le 16 juin, la Banque centrale pourrait bien sûr en fait, revoir à la baisse son taux directeur, sachant qu'elle dispose quand même d'une marge de 2%, donc, qui pourrait être exploitée pour relancer un peu les crédits. Si Badr, si vous pouvez dérouler, s'il vous plaît. La Banque centrale, elle a également mené, et là c'est sur le plan réglementaire, c'est la nouvelle décision du gouverneur de la Banque centrale monétaire et les circulaires d'application. Et dans les 3 principaux axes, c'est l'élargissement du collatéral avec une révision des coefficients de décote. Là, on voit que en fait, la Banque centrale a élargi le collatéral pour contenir les bons sous financement, les titres libellés en devises, etc. Donc, l'ensemble des titres que l'établissement de crédit pourrait présenter pour avoir des avances de la Banque centrale, ils sont devenus acceptés. D'autre côté, la hausse de la fréquence des appels d'offres qui était prévue à une fréquence trimestrielle, pour pouvoir alimenter le marché en permanence. Il y a l'éligibilité des établissements de crédit, même en fait des établissements de crédit qui n'ont pas l'agrément de dépôt donc obligatoire, de la politique monétaire. Donc, à travers cette réforme qui est quand même importante, c'est que la Banque centrale s'est donné le droit d'accéder à l'ensemble. C'est donné le droit, mais elle a donné le droit aux établissements de crédit de faire appel à ces interventions en vue d'alimenter le marché en cash, d'éviter un déséquilibre entre l'offre. Si vous pouvez dérouler à ces Badr. C'est fait. Donc, si on veut résumer, donc il y a la baisse du taux directeur, il y a les instruments de refinancement du secteur bancaire qui sont plus forts, les mesures qui mais sont des questions qui interpellent. Est-ce que les actions monétaires sont efficaces les réels et en fait la question qui est hyper importante, c'est est-ce que ça pourrait générer un risque inflationniste à moyen long terme. Donc là, si on voit un peu, si vous pouvez dérouler assez bas, si on voit un peu ce qui s'est passé au niveau national, c'est pas si vous pouvez s'il vous plaît. Je crois que c'est fait. International. Ils ont commencé au départ. Pardon? Oui, oui, c'est fait. Merci beaucoup. Quand on voit sur le plan de la politique monétaire, en fait, à un rythme différenciel entre les différentes banques centrales de directeurs qui a touché le niveau zéro. Mais en fait, le taux d'équilibre de l'économie qui est le coût de refinancement, il est resté relativement plus élevé. Donc, nécessitant la banque centrale directeur, c'est-à-dire le taux de l'économie qui est de la marge de rémunération des banques. Donc, il n'y avait pas moyen de baisser l'autre à un niveau inférieur par rapport à zéro. Là,
allons passer à tout ce qui est injection massive de liquidités, que ce soit à travers le quantitative easing, les programmes de refinancement ciblés à long terme. Et là, ces mesures-là, c'est pour marcher en le programme, le plan, c'est le programme de rachat urgent en réponse à la pandémie. La BCE en fait annoncé en mars et qu'elle a adopté en mois de juin et qui en fait c'est un programme de rachat urgent de type de dette publique et privée et qui devrait porter sur 1350 milliards d'euros étalés sur l'année 2020 et 2021. Mais l'ensemble de ces mesures-là, ils ont l'inflation que sur la croissance. Et là, c'est par genre d'un certain nombre de blocages, notamment la préférence pour le cash en situation de crise, le besoin de désendettement des agents économiques, notamment les entreprises, la rigidité des salaires, c'est-à-dire que normalement, quand on rentre dans un cycle inflationniste, normalement, les entreprises devraient investir, recruter, augmenter les salaires, etc. Chose qui ne s'est pas produite après l'action expansionniste des banques centrales. Il y a également la vigilance des banques en termes de distribution de crédit. Donc, les banques, ils n'ont pas vraiment joué le jeu en termes de distribution de crédit. Il y a les facteurs, si je veux dire, exogènes qui sont la baisse du prix du pétrole et la forte concurrence générée par la mondialisation qui a fait que les prix, ils n'ont pas véritablement augmenté. Donc, c'est l'ensemble de ces éléments-là a remis en cause un peu les principes de la théorie monétaire. Et là, il a créé un débat entre les adeptes de ce qu'on appelle la théorie quantitative de la monnaie. C'est-à-dire que plus les banques centrales ils injectent, plus on aura de l'inflation, plus on aura de la croissance. Et les théories, en fait, les adeptes de ce qu'on appelle la théorie monétaire moderne, qui sont plus pour un financement monétaire du déficit et pour en fait, une relance à travers la création monétaire. Donc, l'enjeu là, c'est entre l'efficacité de la politique monétaire en tant qu'instrument de relance en période de crise économique et le risque inflationniste qui pourrait résulter de cette injection massive de liquidités. Donc, en prenant un peu en fait des leçons de ce qui s'est passé sur la sphère internationale au cours de la période post-crise 2008. Si vous pouvez dérouler ces Badr. Pour le cas du Maroc, cette orientation expansionniste de Makram Gharib pourrait générer aussi bien des risques, mais il y a quand même des défis à soulever. C'est comme le cas de l'économie. En fait, je reviens sur ce schéma classique de risques-défis, aussi bien pour la sphère monétaire. En fait, les risques qui pourraient se manifester, c'est bien sûr l'inefficacité des mesures monétaires, c'est-à-dire que la Banque centrale peut injecter massivement de la liquidité, mais si on n'a pas une économie qui est assez bien structurée, qui est assez rodée pour pouvoir canaliser cet argent ou cette masse monétaire vers les secteurs productifs, créer de la valeur ajoutée, créer de l'emploi et booster un peu l'économie, ça devrait aboutir à des vagues inflationnistes. Quand je parle de vagues inflationnistes, là, il y a un point qui est hyper important, c'est que est-ce que l'inflation capte les vagues inflationnistes? Là, c'est un grand débat parce que l'inflation, elle est là pour évaluer l'évolution du pouvoir d'achat des ménages. Mais est-ce qu'elle est là pour évaluer les actions de la politique monétaire? Parce que on peut avoir une inflation, mais une inflation qui porte sur ce qu'on appelle la partie non échangeable, qui sont les actifs, notamment l'immobilier. C'est-à-dire que on peut, si on prend le cas du Maroc, on a une inflation qui est plus drivée par la composante alimentaire. Donc là, c'est le choc le choc agricole ou bien qui drive un peu l'inflation, mais on peut avoir une inflation des actifs, notamment de l'immobilier, sans que le chiffre de l'inflation bouge énormément. Le troisième point qui est hyper important, qui a été évoqué par les économistes à l'international, c'est le risque financier lié à une expansion irrationnelle de la sphère monétaire et financière. C'est-à-dire que la Banque centrale continue à injecter, ça permet de créer une bulle financière, une bulle monétaire, et que cette bulle-là devient plus importante que l'économie réelle. Parce que, in fine, le système monétaire et le système financier, ils sont là pour accompagner l'économie réelle et pour
créer de la valeur ajoutée, créer d'emplois et améliorer le niveau de vie des citoyens. Donc, si on a en fait, les moyens qui dépassent la finalité, le déséquilibre. D'ailleurs, en fait, ça a été expliqué dans le cas de la crise de 2008. En fait, le choc est très important sur les économies développées, c'est à cause de ce manque d'équilibre entre la sphère monétaire et lors de la présence des slides précédentes, c'est comment canaliser ce financement en fait, vers les secteurs productifs ou les secteurs prioritaires. Tout le défi est là, parce qu'une fois la Banque centrale injecte, c'est où l'argent atterrit. Donc, si l'argent atterrit du côté de la demande ou atterrit ou du côté des secteurs de rente ou atterrit chez le trésor, on voit pas, là, on peut pas parler d'un vrai développement du secteur privé et d'une vraie croissance ou création de richesse. Un deuxième point qui me semble important en termes de défi, c'est le ciblage explicite de l'inflation. C'est-à-dire, le cadre actuel, c'est un cadre qui vise la stabilité des prix avec, bien sûr, en fait, le soutien des politiques publiques, mais en fait, en analysant un peu l'historique des décisions de la Banque centrale, généralement, c'est motivé, en fait, des décisions soi-disant, de politique expansionniste ou de baisse du taux directeur, sont des décisions qui sont prises plutôt motivées plutôt par des décisions de politique économique plutôt que de l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation subit des chocs d'offres, des chocs d'inflation importés, mais pas des chocs de demande, et pas de chocs monétaires. D'où l'importance. D'ailleurs, ça converge avec en fait, la réforme en cours du régime de change. Il faut que la Banque centrale ait un cadre de la politique monétaire avec une cible explicite de l'inflation sur laquelle la Banque centrale s'engage. Le troisième point qui est hyper important, c'est que en fait, quand la Banque centrale baisse le taux directeur ou s'engage dans une politique monétaire expansionniste, il y a un arbitrage qui est très difficile à faire. C'est entre baisser le coût de financement, relancer la croissance. Et là, bien sûr, comme je viens de préciser, il y a des doutes par rapport à la faisabilité de ce process. Mais il y a d'autre côté, en fait, la rémunération de l'épargne qui pose problème. Parce que, comme on a vu, le fait que le taux directeur a baissé et les taux débiteurs, ils ont suivi, que en fait, l'épargne est devenue moins rémunérée, ce qui a donné que les ressources de banque sont devenues plus liquides. Et il y a en fait, le problème de la circulation fiduciaire. Le problème également se pose pour les régimes de retraite et l'équilibre des régimes de retraite, sachant que la structure de notre système financier il est prédominé par les produits de taux et que l'ensemble des régimes de retraite et des caisses d'assurance, surtout les caisses d'assurance vie, sont axés sur les produits de taux. Donc la baisse à terme pourrait générer un déséquilibre, pourrait bien sûr approfondir ou accentuer un peu le déséquilibre des caisses de retraite et l'engagement et remettre en cause l'engagement des assureurs vie. Là, je pense que j'ai terminé en fait la deuxième partie. Si vous avez des questions, on ouvre le pour le on a deux petites questions qui sont liées au rôle de Banque du Maghreb dans la relance et l'impact de ce qu'il pourrait faire. C'est d'une part, est-ce qu'à travers quantitative easing, Banque du Maghreb pourrait avoir un impact sur la croissance et sur l'inflation? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous pensez personnellement que Banque du Maghreb va baisser le taux directeur en 2020? Et quel serait l'impact justement? On a déjà vu auparavant que l'impact n'était pas forcément direct. Est-ce que cette fois-ci, il pourrait y avoir plus de chances pour que l'impact soit plus direct? Par rapport à la première question et l'utilisation du quantitative easing par la Banque centrale, parce que quand on voit un peu l'arsenal en fait, des instruments d'intervention de la Banque centrale, il y a ce qu'on appelle il y a comment on dit, les armes légères et les armes de force frappe. Les armes légères, bien sûr, c'est l'alimentation à travers l'instrument permanent qui est l'instrument qui les avance à 7 jours. Mais en fait, la Banque centrale peut bien sûr, elle a dans ses statuts et dans
sa panoplie d'instruments, des instruments qui sont plus forts, notamment les opérations d'open market, c'est-à-dire que la Banque centrale, elle peut bien sûr acheter et vendre des titres publics pour injecter ou pomper de la liquidité. Elle peut également accorder des avances de long terme qui peuvent aller jusqu'à une année, d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu. Et il y a des nouveaux instruments. Donc, je pense qu'en termes d'arsenal d'intervention, la Banque centrale, elle est assez dotée pour inonder le marché en cash sans avoir à quantitative easing, c'est-à-dire au rachat d'actifs auprès d'actifs aussi bien publics que privés auprès des banques. Donc déjà les instruments existants, ils pourraient servir à inonder le marché en cash. Le deuxième point qui est très important, c'est que quand la Banque centrale prend la décision d'alimenter massivement le marché en cash, il y a en fait la profondeur de l'économie et du système financier. Ce qui se passe dans les pays développés sont des économies qui sont assez développées et qui peuvent résister face à des injections massives de liquidités. Et là également pour le système financier, c'est que leurs marchés financiers sont assez développés pour pouvoir en fait absorber des injections massives de liquidités. Et là c'est comme en fait là je donne toujours cette illustration qui est un peu c'est comme l'eau et l'éponge, c'est-à-dire que c'est l'éponge, elle est de faible épaisseur. Quand on injecte beaucoup d'eau, ça devrait sortir de l'éponge et là ça devrait créer de l'inflation. Et quand on a l'éponge avec beaucoup d'épaisseur, là, ça permet d'absorber plus de quantité d'eau. Donc, c'est le lien qui existe entre la masse monétaire et en fait l'économie réelle. Et le troisième point qui est très important, c'est que de quel côté cette masse monétaire devrait partir. C'est de côté devrait générer de l'inflation du côté de la production. Ça devrait aider en fait, à la croissance. Et de quel côté de la production? Est-ce que c'est du côté de la production créatrice de la valeur ajoutée ou de l'emploi? Donc là, je pense que ça devrait être l'enjeu, c'est-à-dire que la masse monétaire ne devrait pas dépasser la taille de l'économie. Et là, c'est la création directe de l'inflation. Deuxième point qui est très important, c'est que comment on peut canaliser cet argent vers les secteurs prioritaires ou vers les secteurs importants pour notre économie. La deuxième question qui est par rapport au taux directeur, j'invite, en fait, on vient de publier, CDG Capital vient de publier un flash sur le prochain conseil de banque dont je vais résumer un peu brièvement les conclusions. En fait, la Banque centrale et les souverains, bien sûr, en fait, qui revient au conseil de la Banque centrale. Mais notre avis, c'est que le contexte actuel est marqué par une pression plutôt déflationniste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inflation, et que l'économie nationale elle a besoin, bien sûr, d'un soutien un peu multidimensionnel. Et quand je parle d'un soutien multidimensionnel, c'est un soutien monétaire à travers une politique monétaire expansionniste et des baisses du taux directeur, un soutien budgétaire à travers la fiscalité, mais également à travers la commande publique et l'investissement public, et un soutien en termes de réformes, je dirais de réformes sectorielles. Donc là, c'est un soutien multidimensionnel. Maintenant, comment la baisse de taux directeur, il peut être la réaction ou bien l'impact de la baisse de taux directeur, tout dépend de deux choses. La première, c'est le poids de la baisse, c'est-à-dire que si on continue à baisser de 25 ppb, je pense que l'impact il tardera à se manifester sur les taux débiteurs parce que les banques ils vont prendre leur temps de digérer la baisse du taux directeur, de l'impacter sur le coût de refinancement avant de voir un peu le résultat sur les taux débiteurs. Et d'un autre côté, c'est que le blocage actuel, il n'est pas du côté de l'offre bancaire, mais plutôt de la demande ou de projets bancaires. Et là, c'est expliqué par la conjoncture. Et là, je pense que c'est là où véritablement existe le champ de coordination entre les politiques publiques et la politique monétaire. Donc, il faut que l'État intervienne à travers des mesures de soutien pour relancer la croissance,
pour rendre le climat des affaires plus propice et plus favorable. Comme ça, en fait, les investisseurs, ils peuvent prendre la décision d'investir et aller chez les banques et débloquer les crédits vers des secteurs productifs. Est-ce que la Banque centrale devrait baisser ou pas baisser? Donc, ça reste une décision souveraine. Mais bien sûr, la baisse, elle est la bienvenue dans le contexte actuel parce que toute action expansionniste devrait faciliter la reprise et le redressement de l'économie après cette crise. Très bien. Je pense qu'on va passer à la troisième question, à la troisième partie. Okay. Peut-être qu'on a pris un petit peu de retard. Je vous laisse présenter la troisième partie et puis on ouvrira encore le débat pour prendre encore quelques questions. Merci. Donc, cette troisième partie, il portera sur les deux compartimentaux du marché. Donc, c'est le marché BDT et le marché de la dette privée. Là, en fait, c'est la loi de finances de 2020 et en fait, les ajustements que devrait connaître la loi de finances actualisée. Donc, c'est la baisse des recettes fiscales, baisse des dépenses, mais qui est pas très, particulièrement les dépenses ordinaires ne devraient pas baisser énormément parce que quand même, ce sont ce qu'on appelle des dépenses exigibles. Donc, ils sont très difficiles à réviser à la baisse, notamment les dépenses du personnel, les biens et services. Ça intègre un certain nombre d'éléments qui sont très difficiles à réviser à la baisse. La compense, il devrait connaître une baisse avec la baisse du prix de l'attente du gaz butane à l'international. Ça représente un peu le gaz butane, 80% des dépenses de compensation. Globalement, le solde ordinaire devrait se détériorer et là, ça peut mettre en cause un principe qui a été retenu dans le cadre de la loi de finances organique, c'est que il n'y a pas d'endettement pour couvrir les dépenses ordinaires, que les recettes ordinaires devraient couvrir les dépenses ordinaires et l'endettement ne devrait servir qu'à l'investissement. En termes de l'impact sur le déficit public, il devrait être quand même important. La première, c'est le déséquilibre entre les ressources et emplois. Et deuxièmement, et là, c'est un point qui est hyper important, c'est ce qui a généré un peu le dérapage du déficit en 2019, c'est le PIB, c'est la croissance. 2019, en fait, l'État tablait sur une croissance nominale de 5% et la croissance réalisée, il n'était que d'environ 2,6%, 2,3% pour la croissance réelle et 0,3% de l'inflation. En fait, le problème devrait se poser d'une manière plus importante, que pour l'élaboration de la finance 2020, le taux de croissance prévu, c'est 5%. Si on table sur une, en fait, selon notre prévision, la croissance en 2020 devrait enregistrer un chiffre négatif de moins 3%. Si on rajoute l'inflation de 1,4%, donc ça fait quand même une baisse de la croissance de moins 1,6%. Donc le problème se pose aussi bien au niveau de l'équilibre qu'au niveau de la croissance qui permet une certaine rallonge du PIB. Le nouvel équilibre pour l'année 2020, il devrait afficher une détérioration très importante du déficit public avec une hausse des besoins de financement du Trésor. Donc, en se basant sur, si vous pouvez dérouler un CBAD, en se basant sur cette prévision. Je pense que. OK. Là, en se basant sur les moins 6 à moins 8% de déficit, ça devrait donner un besoin de financement de moins 78 milliards de dirhams, c'est un besoin qui est relativement important. En regardant en supprimant les tombées, on devrait assister à une hausse des levées nettes du Trésor. Et en observant un peu la nature des tombées en 2020, sont des tombées qui vont être concentrées en termes de maturité initiale au niveau de la partie longue de la cour. Donc, le trésor, en fait, les besoins du trésor, ils vont augmenter. Et la couverture de ces besoins, s'il veut un équilibre un équilibre dans ses échéances de remboursement, là, sa présence elle devrait être plus importante. Sur le trésor, il peut, dans le contexte baissier d'auto, courir comme il l'a fait d'ailleurs en 2019 de manière très importante.
aux opérations d'échange en vue en fait, d'alléger. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait au cours des cinq premiers mois. En fait, vous pouvez dérouler ce débat? En termes de dynamique, si on observe un peu le marché en S1 2020, le marché il était quasi normal avant le déclenchement de la crise Covid-19 ou la décision de confinement. Juste après, il y avait un état de panique qui a caractérisé le marché. Et il y avait une forte demande de cash qui a généré un fort mouvement vendeur. D'ailleurs, le Trésor il a annulé quelques séances d'adjudication au cours de la période en fait vers la fin du mois de mars et début du mois d'avril. Mais par contre, en fait, parce que là, il y avait effectivement un fort mouvement vendeur et une baisse sur la demande primaire, mais également il était très confortable grâce au fonds au Covid-19. On voit ça à travers les placements monétaires qui ont fortement évolué au début avril. Il était placeur d'environ 20 à 24 milliards de dirhams par jour. En fait, cette dynamique-là se reflète également sur le marché secondaire. On voit qu'après le déclenchement de la crise, il y avait un fort mouvement vendeur, donc tout le monde vendait et là, il y a une baisse importante du volume d'échanges sur le marché secondaire. Mais une fois, en fait, l'État a mis en place l'ensemble des mécanismes de sauvetage ou de redressement et les gens, en fait, par rapport au niveau de réserve, surtout après la contraction en fait, de la ligne de précaution de liquidité, le tirage sur la ligne de précaution de liquidité. Donc, il y avait beaucoup de doutes sur les réserves de change. Donc, la Banque centrale, à travers ses injections massives, à partir de 11. Donc, en fait, de taux, au départ, lorsqu'il y avait le mouvement, mais le Trésor a suggéré qu'il était hyper excédentaire. Et là, on voit le rattrapage, c'est-à-dire que les taux, ils ont fortement corrigé en fait, pas fortement, mais que déjà après en fait, au mois de mars, il y avait la baisse du taux directeur qui a tardé à impacter les taux BDT. Donc, ce retard, il a été rattrapé à partir du mois de la fin du mois de mai. La partie courte de la courbe a corrigé à la baisse. Par la suite, il y avait l'effet de transmission vers les parties moyennes et longues. Donc, si vous pouvez dérouler assez Badr. Là, c'est le marché de la dette privée. C'est un marché qui a connu une forte dynamique en 2019. Généralement, c'est un marché qui est drivé par les banques et les entreprises sur la partie certificat de dépôt et obligations et par les entreprises établissements publics sur la partie obligation. Donc, en fait, les principaux drivers du marché, c'est la sous-liquidité. Plus le marché il est en sous-liquidité, plus les banques font appel au marché de certificats de dépôt. Et c'est également drivé par les besoins des entreprises établissements publics en termes d'investissement. Donc, ce sont des besoins qui devraient s'accroître avec en fait, le blocage actuel et la baisse des recettes qui devraient générer des besoins plus importants chez les entreprises établissements publics. Donc, devrait connaître, c'est-à-dire consolider la reprise en 2019 pour être très dynamique en 2020, particulièrement sur la partie obligation qui sera tirée par les entreprises établissements publics et leurs besoins croissants, mais également par les banques sur la partie certificat de dépôt, vu en fait, la baisse en fait, le creusement du déficit. En termes de taux, en fait, la tendance des taux BDT ou de la courbe BDT, c'est une tendance qui est baissière. Mais en fait, là, il y a un enjeu qui est très important, c'est la prime de risque. Vu que la conjoncture, elle n'est pas très favorable, je pense que les opérateurs, ils vont être exigeants de limiter la correction à la baisse du coût de financement des émetteurs sur le marché de la dette privée. Je pense que là, j'ai terminé la presse. S'il y a des questions, on ouvre le bal pour les questions. Très bien, je vais avoir, merci Gianni. Je vais avoir une première question. C'est quelles seraient les conditions du recours du Trésor public au financement international
en 2020. Surtout qu'on a vu qu'il y a eu à l'international une forte hausse de la prime de risque exigée pour notamment les pays émergents ou frontières. Est-ce que ça vaut aujourd'hui la peine pour le Trésor qu'il aille à l'international? Sous quelles conditions? Et s'il ne va pas à l'international, est-ce qu'il ne ferait pas mieux de continuer à développer la demande de développer plutôt la demande de l'épargne locale, notamment en émettant, comme dans certains pays, des Covid bonds ou des project bonds qui pourraient permettre à l'État d'une part d'avoir un nouveau produit et de permettre aux épargnants, qu'ils soient personnes physiques ou même les investisseurs étrangers, d'avoir accès à la dette publique. En fait, le financement à l'international, c'est une question qui est très importante dans le sens où ça touche deux choses. En fait, ça touche un peu la dépendance sur le plan des finances publiques en termes d'endettement en devises, et ça touche également les réserves de change de Banque centrale. Je pense que la décision de sortir à l'international, elle est généralement motivée. Pour ce qui est des réserves de change, après, tu iras sur la LPL. Je pense que le niveau des réserves de change est assez confortable pour pouvoir gérer les effets de cette crise. Par contre, en fait, le recours pour un besoin de couverture de déficit public, je pense que la question elle est un peu profonde dans le sens où, en fait, l'état des marchés financiers actuels ne présente pas beaucoup d'opportunités. Donc, comme je viens de souligner, au départ, il y avait un vendeur qui a rapidement, qui s'est corrigé rapidement vers un regain de la demande sur les titres BDT parce que en période de crise, sont des titres qui sont considérés comme des titres de refuge en cette période un peu critique. Je pense que le Trésor peut compter sur la demande, sur les opérateurs nationaux pour financer son déficit, et la sortie à l'international, elle n'est pas aussi nécessaire c'est-à-dire pour financer le déficit. Euh, euh, et là, j'aimerais juste évoquer un point qui est important, c'est que la sortie à l'international, la réforme du régime de change, donc, qui est censé, c'est-à-dire que le pays est censé s'orienter dans un process de désengagement sur le plan international, c'est-à-dire réduire un peu sa dépendance par rapport en termes d'endettement par rapport à l'international, et se focaliser sur, en fait, financer son besoin sur le plan national. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait avant la sortie de 2019, mais qui est plus lié à une tombée qui était prévue en 2020 de 8 milliards pour le Trésor. Donc la sortie de 2019 était motivée bien sûr par les conditions de marché qui étaient plus favorables, et par la 2020. Pour ce qui est des conditions, certainement les conditions ne seront pas les mêmes que celles de l'année 2019. Eh bien, il y a des injections en masse en fait, par rapport à un titre public, et que les conditions ils vont être plus intenses. Donc, et là, ça consolide un peu la vision de lancer le déficit à travers le marché. On a une question des participants, c'est dans le même sillage, quel serait l'impact de la mobilisation de la ligne de crédit du FMI? Démobilisé en fait mois d'avril, je pense.
qui devrait servir en fait, qui devrait servir à amortir un éventuel choc sur l'équilibre extérieur. Euh, En fait, actuellement, après le tirage, nous sommes, comme je viens de préciser, à un niveau de réserve de change qui est assez confortable. Et que en fait mais ce tirage là c'est-à-dire on n'a pas ressenti que ça soit sur le niveau de liquidité du système bancaire ni sur la situation du trésor, parce que c'est un tirage qui devrait rester au niveau de la banque centrale, exploité que par la banque centrale, et c'est pour une raison bien déterminée qui est celle de faire face à un choc éventuel sur l'équilibre extérieur. Autre question des participants, c'est face à une montée des besoins du Trésor, comment vous prévoyez la demande sur la dette privée? Là également, c'est une question qui est très pertinente. Des entreprises, établissements publics et des banques de monter. Mais bien sûr, l'effet d'éviction, il sera là parce que en fait, les opérateurs, ils ont toujours une préférence pour les sites BDT. Mais je pense que ça devrait les opérateurs, ils vont être plus exigeants en termes de risque. En fait, généralement, sur sur le marché de la dette privée, on a que les émetteurs classiques qui ont une qualité de signature qui est assez connue. Mais vu que la dégradation de la conjoncture, je pense que c'est ce qui devrait arbitrer un peu entre les titres publics et les titres de la dette privée. Toujours dans le même, sur le même sujet de la dette privée, et on nous demande est-ce que la transparence limitée des prix sur le marché secondaire, ou même je parlerai d'absence de marché secondaire, est-ce que ça peut constituer une contrainte? Pardon, Est-ce que concernant le marché de la dette privée, est-ce que la transparence des prix, limitée des prix sur le marché secondaire pourrait-elle constituer une contrainte? Euh, oui, mais en fait, là, bien sûr, le marché de la dette privée, c'est un marché de gré à gré, donc en fait, il n'y a pas de courbe. Là, c'est parmi les chantiers sur lesquels Banque je pense qu'il travaille. Il n'y a pas de courbe claire sur les échanges sur le marché de la dette privée. Je pense que oui, ça crée une zone d'obscurité pour les sorties sur la dette privée en termes de pricing de titres et en termes d'évaluation de la qualité des signatures des émetteurs sur le marché de la dette privée. Je vais me permettre d'apporter une petite pierre à cette réponse. Euh, Effectivement, le marché secondaire est quasi inexistant hein, sur la dette privée, du simple fait que il y a très peu de parties cotées de cette dette privée. Hein. Quand on regarde les émissions obligataires aujourd'hui, une partie très faible, généralement moins de 10%, est cotée. Euh, donc cette faiblesse de la cotation de ce montant coté fait que on ne peut pas avoir un marché secondaire profond et du fait que aujourd'hui les investisseurs préfèrent garder du non coté dans leur portefeuille, même si ça a un impact sur la valorisation de ces titres, ça a un impact sur les émissions futures. Donc en fait, c'est un cercle vertueux qui n'a pas encore été mis en place. Et pour pouvoir le mettre en place, il y a des mécanismes qui sont assez faciles. Un, c'est de pouvoir faciliter l'accès. Je pense qu'aujourd'hui, avec la mise en place du marché alternatif, euh, il est beaucoup plus aisé, en tout cas pour les PME, de pouvoir lever de l'obligataire sur le marché. D'autre part, il y a des mécanismes de rating qui doivent être mis en place pour pouvoir
mieux valoriser en tout cas les primes de risque d'une entreprise à l'autre. Et dernier point, il faut qu'il y ait une véritable volonté euh, que ce soit de l'ensemble des intervenants, hein, qu'ils soient investisseurs ou émetteurs, pour coter ces titres-là et pour qu'il y ait une profondeur sur le marché. J'ai encore une question, hein, mais qui est liée à la deuxième partie euh, et qui est peut-être un peu technique. On nous demande, on vous demande plutôt, est-ce que vous pouvez donner des exemples des types d'établissements de crédit non assujettis à la réserve obligatoire et qui ont accès aux instruments de votre relève. Honnêtement, je j'ai pas la liste, c'est-à-dire pour pouvoir en fait pour pouvoir préciser les établissements qui ont de fonds. Mais par contre, en fait, je pars du principe que la réserve obligatoire est imposée pour les. En fait, c'est une réserve qui est imposée sur les exigences, c'est-à-dire essentiellement sur les dépôts à vue des banques, et que je peux me permettre de citer en fait, la banque avant de devenir universelle, je pense qu'elle n'avait pas l'agrément de recevoir les dépôts. Il y a des banques, plutôt les banques d'investissement, qui n'ont pas certains banques d'investissement qui n'ont pas l'agrément de recevoir des dépôts. Et là, ce sont des banques qui étaient exclues un peu des circuits de financement direct de la Banque centrale, et à travers cette nouvelle réforme, ils, ils pourraient accéder au financement de la Banque centrale. Euh, Merci beaucoup, Cisani. Merci à vous. Je pense qu'on arrive au terme de nos échanges. En tout cas, on n'a plus de questions. Merci beaucoup pour votre intervention et pour la pertinence des informations que vous avez bien voulu partager avec les participants. Je rappelle juste, hein, qu'on a été plus d'une centaine connectés en même temps. On s'excuse, hein, s'il y a eu des petits problèmes de connexion ou de réception euh, liés notamment au réseau, donc indépendant de notre volonté. On vous donne rendez-vous vendredi 12 juin à 15 heures avec les analyses de BMCE Capital Research avec Madame Beniter et Madame Filali pour nous parler de stratégie d'investissement en temps de crise avec des nouvelles prévisions du marché action et du portefeuille de résilience. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Sizani, merci beaucoup. Et puis, Merci à si vous, c'est jamais Badr. vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, hein. Je parle aux participants. Nous les transmettrons à Sizani pour qu'il puisse y répondre. Et on vous les retransmettra par la suite. C'est Badr. Je voudrais également remercier en fait, la présence et m'excuser par rapport à ce petit blocage technique qui nous a poussé à créer le climat nécessaire pour cette présentation. Et merci à vous et Écoutez, bonne soirée à le tous. message est quand même Je passé. reste ouvert pour les questions. Merci beaucoup, Ahmed. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est Badr Tech. Chers participants, je vous dis à vendredi. Passez une bonne soirée et portez-vous bien. Merci.